homothéties. Alors, pour les homothéties, donc on va prendre une homothétie, soit l'homothétie de centre. Alors une homothétie a un centre, je vais l'écrire grand oméga, et un rapport ou un facteur, un rapport K. Alors dans ce cas-là, l'écriture complexe de cette homothétie, c'est simplement égal à z' moins oméga égale à K facteur de z moins oméga. Le petit oméga étant l'affixe de grand oméga, c'est-à-dire le grand oméga a pour affixe oméga, et le K c'est simplement le rapport. Z' c'est l'affixe de M', et Z c'est l'affixe de M. Pour les rotations, alors soit la rotation de centre. Alors une rotation à un centre, pareil, je l'appelle grand oméga, et là en plus un angle, et un angle θ. Alors dans ce cas-là, son écriture complexe, c'est z' moins oméga égale à l'exponentielle de Iθ facteur de z moins oméga. Et ici, pareil, le oméga, c'est rien que l'affixe du grand oméga. Le petit oméga, c'est l'affixe du grand oméga. Donc en général, on nous dit soit l'homothétie de centre A d'affixe 3 plus I et de rapport 5 donner son écriture. Eh bien, on prend l'affixe de oméga, on le remplace ici et ici, on remplace le K et on a notre équation ou notre relation de l'homothétie. Pour les rotations, on dit on prend une rotation qui a pour centre le point B d'affixe 2 et d'angle pi sur 3. Eh bien, on remplace le petit oméga par son affixe, le 2, et le θ par le pi sur 3. Et on a l'écriture complexe. Une dernière chose qui concerne les équations de second ordre dans Z. Alors, la résolution des équations du second ordre dans C. Ce sont des équations du type AZ au carré, je vais mettre ça en couleur, A fois Z au carré plus BZ plus petit c égale à 0. Alors, comment on fait pour ça? Pour les résoudre, on calcule le delta
on calcule le delta, le déterminant, qui est égal toujours à b carré moins 4ac, et selon la valeur de ce delta, on a 3 cas. Soit le delta est strictement positif, soit le delta est nul, soit le delta est strictement négatif. Alors lorsque le delta est positif strictement, donc on a deux solutions réelles, et là on va bien le préciser, qui sont, vous les connaissez déjà, c'est le x1 égale à moins b moins racine de delta moins b moins racine de delta sur 2a, et l'x2 c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Donc ça, rien de nouveau pour ce cas-là. Lorsque le delta est égal à 0, alors on a une solution réelle aussi, qui est x1, 2 égale à moins b sur 2a. Donc jusque là, rien de nouveau, mais la nouveauté vient tout de suite lorsque delta est inférieur strictement à 0. Alors lorsqu'on résolvait ce type d'équation dans R, lorsque le delta est négatif, on disait simplement que cette équation n'admettait pas de solution dans R. Or, lorsqu'on se positionne dans ce nouveau ensemble qui est l'ensemble des nombres complexés, on a des solutions. Et notamment, on a deux solutions qui, cette fois, sont complexes. C'est-à-dire qui ont une partie réelle et une partie imaginaire. Donc, c'est la nouveauté. Je vais la mettre en rouge. Et on a Z1 égale à moins B moins I racine de moins delta sur 2A. Le I étant le nombre imaginaire, et en dessous de la racine, on a moins delta. La deuxième solution, c'est moins B plus I racine de moins delta sur 2A. Et donc, c'est ce dernier cas où delta est strictement négatif qui se rajoute lorsqu'on résout des équations du second ordre dans C. Je n'ai pas dit que les points A, B et C ici, ils appartenaient à l'ensemble des réels, sont des nombres réels. Donc simplement, pour résoudre une équation, on calcule delta comme d'habitude. Si c'est positif ou c'est nul, rien ne change. Si c'est strictement négatif, alors on a deux formules à connaître. On remplace le B et le A et on a les deux solutions. Alors, une remarque ici, c'est que ces deux solutions vont être conjuguées entre elles. Donc, j'ai plus de place. Si le delta est négatif, les solutions Z1 et Z2
sont conjugués. C'est-à-dire qu'ils ont la même partie réelle et la partie imaginaire qui est de signe opposé. Alors, on est presque arrivé à la fin de ce cours et je voudrais finir avec des remarques générales. Alors, notamment, rappelez ici que l'exponentielle iθ, on l'a vu, mais j'insiste dessus. L'exponentielle de iθ, c'est simplement cosinus de θ plus i fois le sinus de θ. Donc, exemple, on a l'exponentielle de i pi sur 3, c'est égal à cosinus de pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Donc, il ne faut pas qu'il nous fasse trop peur. Deuxièmement, toutes les propriétés de l'exponentielle restent valables pour ces nombres avec l'exponentielle iθ. Donc toutes les propriétés de l'exponentielle réelle, je veux dire, sont, ou plutôt restent, valables pour exponentielle iθ. Alors je donne des exemples. Exemple, si on a l'exponentielle de i, alors au lieu de iθ, je vais appeler i alpha, où alpha est un angle, exponentielle i alpha fois l'exponentielle de i bêta. L'exponentielle de le produit d'exponentielle, c'est l'exponentielle de la somme. Donc ça nous donne l'exponentielle de i alpha plus i bêta, ou simplement i facteur de alpha plus bêta. Exemple, si on a l'exponentielle de i alpha sur l'exponentielle de i bêta, ça va donner l'exponentielle de i facteur de alpha moins bêta. L'exponentielle de i alpha, c'est aussi égal à 1 sur, s'il passe au dénominateur, l'exposant change de signe, et on a l'exponentielle de moins i alpha, etc., etc. Donc toutes les propriétés de l'exponentielle sont valables pour l'exponentielle iθ. Ensuite, je parlais d'une relation, la relation de Moivre, alors qui n'est pas explicitement dans le programme, mais qui est assez facile à comprendre et utiliser. Alors, que nous dit la relation de Moivre? Elle nous dit simplement que cosinus de θ plus i sinus de θ à la puissance n, c'est égal à cosinus de n θ plus i sinus de n θ. Alors, on peut la montrer très facilement en utilisant l'écriture exponentielle. Ici, on a cosinus de θ égale à i sinus de θ. Ça, c'est simplement exponentielle i θ, le tout à la puissance n. Or, on sait que l'exponentielle iθ à la puissance n, c'est iθ fois n. Donc, ça nous donne l'exponentielle de i θ fois n.